Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Inclusion raciale, peuple noir et autochtone. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Inclusion raciale, peuple noir et autochtone. Inclusion raciale, les Noirs partie 1. Introduction. Bonjour, étudiants. Dans ce cours, nous étudierons le racisme structurel, comment il s'est développé depuis la période de l'esclavage, comment il a imprégné la société lors de l'abolition de l'esclavage qui s'est produite sans que des politiques publiques aient été créées pour insérer la population asservie dans le marché du travail et du logement et comment la législation actuelle a été adoptée dans le but de garantir la fin du système d'exclusion, grâce à l'inclusion. Au final, il sera possible de comprendre la législation en vigueur, qui vise à égaliser les droits de la population noire avec les autres, dans le but d'assurer l'égalité de traitement, l'inclusion raciale, la diversité et l'appartenance. Venez apprendre et comprendre, et vous pourrez alors vous positionner dans la société, dans les discussions et dans la mise en œuvre de mesures inclusives dans les domaines les plus divers de la société. Aspects generaux et historiques. Aspects généraux et historiques. Arrivée des Portugais au Brésil. Pour connaître le Brésil à l'époque coloniale, il était nécessaire de faire un résumé historique, que nous étudierons ci-dessous. L'expédition de Pedro Álvares Cabral au Brésil a duré environ 44 jours. Les Portugais se dirigeaient vers l'Inde quand, en théorie, ils aperçurent le Brésil pour la première fois. Cependant, il y a eu un débat, tout au long de l'histoire, concernant l'invasion du Brésil en 1500 par les Portugais. Depuis le 19e siècle, on soupçonne que le Brésil avait déjà été aperçu et étudié par le Portugal et l'Espagne. Les Tupis et Tapuia étaient les habitants indigènes du Brésil. À l'arrivée des Portugais, les Tupi-Guarani étaient établis sur la côte brésilienne, tandis que les Tapuia étaient implantés dans des zones non habitées par les Tupi-Guarani. Brésil précolonial. Les habitants indigènes du Brésil pratiquaient la pêche, la cueillette des fruits et l'agriculture de subsistance. Pendant environ 2 ans, plusieurs groupes indigènes ont tenté de catéchiser, mais la plupart n'ont pas réussi. Étant donné que la colonisation semblait peu attrayante pour le Portugal, l'une des tentatives de colonisation fut un consortium, en 1505, pendant 3 ans, dirigé par Noronha, la couronne portugaise reprenant possession des terres à la fin du bail. Il convient de mentionner qu'en 1515, un groupe d'indigènes a été vendu aux enchères puis emmené au Portugal, pour démontrer ce qu'il était possible de capturer au Brésil. Au cours des 10 premières années, les relations entre les Portugais et les peuples originaires du Brésil étaient douces, puisque les transactions qui intéressaient les Portugais concernaient ce qui provenait de l'océan. En fait, dans les relations et les transactions entre les peuples indigènes brésiliens et portugais, le bois du Brésil était utilisé comme troc et fournissait une poudre rouge utilisée pour teindre les pièces. Ainsi, les Portugais ont commencé à avoir besoin des indigènes pour extraire le bois du Brésil. À partir de 1530, les Portugais ont commencé à coloniser les peuples autochtones, de sorte que les indigènes ont commencé à être traités comme des travailleurs et à asservir les indigènes, ce qui s'est produit de 2 manières différentes, 1. En retirant les indigènes de leurs tribus et en les asservissant. 2. Par l'esclavage des tribus indigènes vaincues lors de guerres contre d'autres tribus. Brésil colonial. Comme l'État portugais n'avait pas les ressources nécessaires pour coloniser le Brésil, le pays fut divisé en 15 capitaineries héréditaires afin que les donatarios, personnes nommées par le roi, n'appartenant pas à la haute société, car celle-ci préférait investir dans le continent africain et en Inde, a pu extraire le maximum de richesses provenant du pays mais cela n'a pas été une opération réussie. Dans une période de crise des affaires avec l'Inde et les musulmans, qui survint au moment même où les capitaineries héréditaires tombaient en panne, la couronne portugaise commença à racheter les capitaineries, de sorte qu'elles redevinrent publiques et non privées, bien que pas dans leur intégralité. Lors de la 3e tentative de colonisation, Tomé de Souza est venu au Brésil comme gouverneur général, accompagné du jésuite Manuel da Nóbrega et de 5 membres du clergé, dans le but de catéchiser la population indigène. L'expédition susmentionnée comptait plus d'1 millier de personnes. Racisme structurel, de la période coloniale à l'abolition. Bonjour, étudiants.
Devons-nous plonger ensemble dans l'histoire du Brésil colonial et du racisme structurel? Depuis 1570, les Portugais qui se trouvaient au Brésil ont lancé des opérations visant à asservir la population noire du continent africain, car cela semblait plus intéressant financièrement que l'asservissement de la population indigène. Ainsi, il y eut une réduction rapide de l'esclavage de la population indigène en 1578. L'esclave avait un prix, et les exigences qui entraînaient une différence de valeur étaient la taille, les dents, la santé physique, l'âge, les faiblesses physiques et le sexe. Les conditions de vie étaient inhumaines, ce qui était inacceptable pour la population asservie. Des individus tentaient constamment de s'échapper, et pour renforcer le mouvement, des quilombos étaient créés. Beaucoup d'entre eux ont fini par être décimés, peu d'entre eux ont pu résister et aider d'autres personnes réduites en esclavage. Il est important de noter que les esclaves repris étaient sauvagement fouettés. L'objectif était d'effacer l'identité des esclaves, il leur était donc interdit d'utiliser leur langue maternelle et de pratiquer une religion africaine par conséquent, seul le portugais devait être utilisé. Les individus réduits en esclavage ont résisté, que ce soit en utilisant leur langue maternelle de manière cachée, en pratiquant des religions d'origine africaine, ou encore à travers des rituels et des danses. Législation de la période coloniale. À l'époque de l'esclavage des personnes qui étaient transportées du continent africain vers le Brésil, ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains sur des navires négriers, des permis, des décrets, des lois, des codes pénaux, des codes civils et d'autres lois pertinentes ont été instituées pour structurer l'esclavage. Comme nous l'étudierons. Bonjour, étudiants. Devons-nous plonger ensemble dans l'histoire du Brésil colonial et du racisme structurel? Depuis 1570, les Portugais qui se trouvaient au Brésil ont lancé des opérations visant à asservir la population noire du continent africain, car cela semblait plus intéressant financièrement que l'asservissement de la population indigène. Ainsi, il y eut une réduction rapide de l'esclavage de la population indigène en 1578. L'esclave avait un prix, et les exigences qui entraînaient une différence de valeur étaient la taille, les dents, la santé physique, l'âge, les faiblesses physiques et le sexe. Les conditions de vie étaient inhumaines, ce qui était inacceptable pour la population asservie. Des individus tentaient constamment de s'échapper, et pour renforcer le mouvement, des quilombos étaient créés. Beaucoup d'entre eux ont fini par être décimés, peu d'entre eux ont pu résister et aider d'autres personnes réduites en esclavage. Il est important de noter que les esclaves repris étaient sauvagement fouettés. L'objectif était d'effacer l'identité des esclaves, il leur était donc interdit d'utiliser leur langue maternelle et de pratiquer une religion africaine par conséquent, seul le portugais devait être utilisé. Les individus réduits en esclavage ont résisté, que ce soit en utilisant leur langue maternelle de manière cachée, en pratiquant des religions d'origine africaine, ou encore à travers des rituels et des danses. Législation de la période coloniale. À l'époque de l'esclavage des personnes qui étaient transportées du continent africain vers le Brésil, ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains sur des navires négriers, des permis, des décrets, des lois, des codes pénaux, des codes civils et d'autres lois pertinentes ont été instituées pour structurer l'esclavage. Comme nous l'étudierons. Étudiants, dans ce cours nous comprendrons comment, ces dernières années, des lois ont été créées, en particulier la Constitution fédérale de 1988, visant à égaliser un peuple qui a longtemps été traité comme des esclaves et de seconde classe. Après l'abolition de l'esclavage, aucune mesure n'a été créée pour insérer la population noire sur le marché du travail. Insertion sociale, au contraire, les lois avaient le pouvoir de continuer à exclure la population noire, par exemple le délit de vagabondage ou de vagabondage pour ceux qui n'avaient pas d'occupation, qui pratiquaient la capera, conformément au décret N 847 de 1890, Brésil, 1890. Ainsi, tout le monde est considéré comme égal, sans distinction. Il était également garanti que l'État promouvrait le bien de tous, un droit accordé sans distinction de race, conformément à la Constitution de 1988, article 3, 4, Brésil, 1988. Le Brésil a proposé d'aborder ses relations internationales en rejetant le racisme, comme le démontre l'article 4, 8. Par ailleurs, la Magna Carta stipule, à l'article 5, que tous sont égaux devant la loi, sans aucune différence entre les personnes. Brésil, 1988. Cela démontre qu'il y avait plusieurs articles dans la Constitution réitérant l'égalité entre tous, compte tenu de l'exclusion massive que subissait la population noire.
Avec la Constitution fédérale de 1988, la population noire jouit légalement de la liberté religieuse, l'interdiction de la pratique des religions d'origine africaine n'étant plus un précepte juridique. La Constitution fédérale constitue le point de départ de la lutte contre le racisme et l'équité raciale. Après sa promulgation, de nombreuses autres lois ont été créées, toutes d'une extrême importance dans la lutte contre le racisme. Un exemple est la loi numéro 7716 du 5 janvier 1989, qui prévoit le délit de racisme, déterminant qu'il doit être qualifié de délit de discrimination ou de préjugé racial, Brésil, 1989. Cependant, plusieurs types d'infractions n'étaient pas caractérisés et il n'existait donc aucun cadre dans le texte constitutionnel ou dans d'autres lois pour les définir. Il a ensuite fallu adopter d'autres lois pour aider à lutter et punir les contrevenants racistes. Ainsi, sous le gouvernement de José Sarney, le délit d'insulte raciale était caractérisé par l'article 140 du Code pénal, Brésil, 1940. Dans le but d'une éducation inclusive, qui porterait l'histoire des Noirs dans les écoles, et dans le but de réduire les conséquences des préjugés raciaux dans la société à l'égard des Noirs au Brésil, il est devenu obligatoire d'enseigner le thème « Histoire et culture afro » brésilien dans les écoles, par la loi numéro 10639, Brésil, 2003. Cherchant toujours à redimensionner les espaces et à créer des mécanismes qui réalisent l'égalité raciale, la loi d'orientation et de base, LDB, N 9394, exige la formation des enseignants et des éducateurs afin qu'ils puissent reproduire une éducation racialement inclusive. De tels dispositifs visent une transition vers une société qui aborde l'exclusion raciale, mettant en avant les droits d'un peuple qui s'est vu retirer tous ses droits d'aller et venir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.